à tous. Vous voyez, nous sommes en forme. On était en train de s'échauffer pour vous accueillir. Bienvenue à vous dans votre émission Ensemble, c'est mieux. Et Ensemble, c'est mieux avec Virginie qui nous a rejoint. Bonjour Laurence. Justement, on va parler de quoi exactement avec vous dans un instant. Alors, tout à l'heure, on va parler de ces communes qui font le choix de mettre plus de bio dans leur cantine ou dans leur crèche et qui parfois ont recours à des initiatives très originales. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Céline, autre initiative originale de votre côté, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des lieux abandonnés. Certains sont juste explorés par ce que l'on appelle des urbexeurs, teasing, ou bien ils ont une seconde vie, et on en parlera aussi. Parfait, on a hâte de vous écouter. Nous évoquerons également la question des mobilités, train, bus, voiture, vélo, covoiturage ou bien encore transport solidaire. Comment se dessinent les perspectives en matière de déplacement? Eh bien, nous le verrons dans quelques instants. Et puis, nous vous présenterons un très chouette projet de supermarché coopératif à Brest. Sans oublier, bien entendu, vous le savez, Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter, un nouveau compagnon pour la vie, comme dirait notre chère Catherine, qui est également ici avec nous. On est bien content de la retrouver, ma Catherine. Comment ça va? Oh, ça va bien, Laurence, et vous? Ça va, impeccable, super forme. Oui. Et oui. On est bien, là? Oui, on est bien. Alors, la question des mobilités, de l'avenir, est-ce que ça vous a inspiré? Oui, alors, Laurence, oui, alors, vous me demandez de voir dans l'avenir. Bon, bah, on va le faire, Laurence, c'est bien parce que c'est vous. J'ai amené ma boule de cristal de recycler, hein, bien sûr. On fait avec ce qu'on a. Alors, écoutez, bah, on va voir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc j'espère que je vais y voir clair. Parce que parfois, je vois double, Laurence, donc, mais on va y aller. Alors, je vois, attendez, Pardon. Pour l'instant, il y a beaucoup de particules fines, mais attendez, je vois un peu plus clair. Oui, je vois des déambulateurs électriques. Oui, les personnes âgées de plus de 70 ans vont devoir prendre des déambulateurs électriques pour aller au travail et gagner leur point retraite. Je vois Oh, il fait chaud. Il fait chaud, Laurence. C'est le réchauffement climatique. Pardon, je vois des chameaux taxis à Brest. Bah oui, réchauffement climatique oblige. Mais attendez, il y a la montée des eaux. Oui, des lamentins taxis aussi. Oh là là, c'est exotique. On va bien s'amuser dans le futur. Je vois. Pardon. Décidément, oh là là. Bon, profitez-en tant qu'il y a de l'oxygène. Hein. Je vois, mais c'est possible ça? Pardon. Apple a racheté les pieds des gens. Oui, ça s'appelle les iFit. On n'a pas lu les conditions d'utilisation. Non, on a dit oui alors qu'en fait pour rien. Attention, par contre, ils prévoient de les détacher du reste du corps pour marcher en Bluetooth. Ouais, je crois que faut faire attention avec les déplacements de l'avenir. Ouais. Il y en a peut-être d'autres entre-temps. On va voir ça. On va voir ça. Merci beaucoup. Allez, je vous propose tout de suite qu'on retrouve une introduction en image. Justement, on parlait d'environnement, on va continuer à en parler. Moi, quand je peux, je prends plus l'avion. C'est bien pour ton empreinte carbone, mais question porte-monnaie, tu t'y retrouves? 69% des Français seraient favorables à l'interdiction des déplacements en avion en France métropolitaine. Car l'avion, c'est 125 fois plus de dioxyde de carbone qu'une voiture individuelle. Et, tenez-vous bien, 1500 fois plus qu'un train. Et renoncer à l'avion, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Commençons par le train. Aujourd'hui, avec Ouigo, le TGV s'est mis au low cost. Et les prix sont très avantageux. 65% des billets achetés sont en dessous de 25 €. Pour ceux qui s'y prennent à l'avance, les billets Prums, dispo 3 mois avant le départ, cassent aussi les prix. Autre bon plan train, les sites de revente de billets entre particuliers. Si vous n'avez pas trouvé de billets de train pas chers, il y a le bus. 300 lignes existent en France, desservant plus de 200 villes. Et vous avez accès à plus de 30 pays européens. Les tarifs sont bien moins chers que le train et la concurrence entre compagnies fait rage. Question voiture, le covoiturage, qui ne concerne hélas que 5% des déplacements, permet de réduire le coût de voyage, que vous soyez passager ou conducteur. Et en plus, c'est convivial. Pensez aussi aux sites de partage de voitures où des particuliers louent leur voiture à bon prix. Ok, ça roule. Ben voilà, ça roule. Hein. Alors, on n'a pas parlé des lamentins, visiblement, mais bon. Non, mais ça c'est dans la boule, hein, ça reste dans la boule de cristal. Allez, on va aller plus loin sur ce sujet. Bonjour Alexandre Dupont. Bonjour Laurence. Vous êtes le chef du service infrastructure, sécurité, transport à la DREE Bretagne. Ça veut dire que vous avez en charge les politiques de mobilité au niveau régional. Tout à fait. La loi d'orientation sur les mobilités est en train d'être promulguée. Hein, donc c'est une étape importante, mais elle n'est pas encore effective. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, les mobilités sont encadrées de quelle façon, dites-nous?
Alors les mobilités, c'est une loi qui est assez ancienne parce que la première loi d'orientation qui s'appelait sur les transports intérieurs, elle date de 1982. Vous voyez que ça date. Ah oui, et c'est toujours celle qui est celle qui est en discussion, enfin qui est en cours de promulgation actuellement. Et la nouvelle loi, donc il a fallu quand même... je n'ai pas calculé, ça fait presque 40 ans. Pour, un peu moins quand même. Un petit peu moins, on n'est pas si vieux que ça. mais donc, pour du coup, sortir une deuxième loi. Voilà, cette prochaine loi sur les mobilités, elle a été construite, on va dire, imaginée avec une dimension consultative. Expliquez-nous de quelle façon. Oui, la genèse de cette loi s'est faite à travers ce qu'on appelait les assises de la mobilité qui ont eu lieu à l'automne 2017. Ça donnait lieu à des réunions publiques avec les citoyens et aussi avec des experts partout sur le territoire national. Il y a eu près de 400 réunions qui nous ont permis de récolter beaucoup de matière pour pouvoir, après, au niveau des services centraux du ministère, faire le projet de loi. Un projet de loi qui doit donc être au plus près des attentes des citoyens, normalement. Qu'est-ce qui a émergé de cette consultation et qu'est-ce qui va changer très concrètement pour les utilisateurs, dites-nous ? Alors, dans cette loi, il y a 4 lignes directrices qui sont importantes. La première chose, c'est d'avoir de la mobilité pour tous. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un réel déficit de mobilité, notamment dans les territoires ruraux ou dans les petites villes isolées. On va en reparler dans quelques instants, justement, avec M. Turchetti. Ouais. Il y a une approche aussi autour des mobilités plus propres. Bon, là, on sait tous que les transports sont responsables d'une grosse part de la pollution. Oui, ça s'est même vu dans la boule de cristal de Catherine. Oui, exactement. Je nettoie l'intérieur parce que... Les mobilités plus connectées, la révolution numérique qu'on est en train de vivre impacte aussi les transports. Bien sûr. Et le dernier sujet, c'est des mobilités aussi beaucoup plus sûres. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que pour faire du transfert modal, un des freins était la sécurité dans les nouveaux modes de transport. Bien entendu. Alors, si vous me permettez, je voulais revenir sur les mobilités plus propres. Est-ce que l'interdiction de la vente des véhicules thermiques sera effective dans les années à venir ? Oui, la loi a institué qu'à partir de 2040, la vente de véhicules thermiques sera définitivement interdite. Donc plus de véhicules carbonés. Exactement. Donc ça, c'est quand même une petite révolution, enfin même une énorme révolution. Oui. Ça avait été voulu par le ministre Nicolas Hulot et ça a été mis dans la loi depuis. D'accord. On est à combien aujourd'hui? Quel pourcentage dans les déplacements doux? Ce qu'on appelle déplacements doux, rappelez-nous peut-être ce que c'est. Alors les déplacements doux, c'est tous les déplacements qui mettent en œuvre le corps humain pour se déplacer. Donc c'est la marche. C'est une partie des déplacements doux. Telle est la question. Le déambulateur électrique n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie, ça n'a pas été prévu, Catherine. Mais derrière, il y a le vélo, la marche à pied, la trottinette. Voilà, tout le gyropode. Ouais. Le gyropode, c'est électrique, donc c'est. Ah oui, puis on ne marche pas. C'est pas très actif. Juste en équilibre. Exactement. Pas du tout actif, on est à 3% aujourd'hui de déplacements. Voilà, de déplacements sur ces modes à vélo. À vélo. 3% à vélo. L'objectif, c'est d'aller à combien? À 9% d'ici 2021, donc c'est très ambitieux. Oui, c'est très ambitieux, mais c'est possible, peut-être avec une prise de conscience réelle. Est-ce qu'il est prévu également le développement du covoiturage? Tout à fait. Alors, il y a 2 mesures autour du covoiturage qui sont fortes dans la loi. La première, c'est de permettre de faire des voies réservées au covoiturage sur les infrastructures existantes, donc qui permettent d'aller beaucoup plus vite, notamment à travers des embouteillages. Et la deuxième mesure phare, c'est aussi la possibilité de subventionner le covoiturage pour les collectivités locales, donc pour inciter les gens à faire du covoiturage, de subventionner le covoitureur et aussi le passager. Donc ça, pareil, c'est quand même une sacrée révolution. Oui. Concernant les mobilités plus sûres, il y a beaucoup de freins qui vont être levés justement avec cette loi, notamment par rapport au vélo et aux problèmes de vol. Vous le disiez. Voilà, le marquage des vélos va devenir obligatoire parce qu'on s'est rendu compte qu'un vélo marqué on le retrouvait 10 fois plus souvent qu'un vélo qui n'est pas marqué. Donc le marquage des vélos va devenir obligatoire. Et la deuxième mesure, là, c'est plus pour la sécurité des usagers de la route, c'est que le casque sera obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans sur tout type de véhicules, que ce soit sur la trottinette, en roller ou à vélo, ils seront obligés d'avoir un casque. Après, pour le reste des usagers, c'est plutôt incitatif. On conseille. Bon, peut-être qu'au fur et à mesure, on renforcera le dispositif. Ouais. Alors, il y a un véritable changement de philosophie également. Ça veut dire que tout part du terrain pour remonter, entre guillemets, vers les structures étatiques. Ça, c'est vraiment un grand changement.
également. Oui, tout à en fait. termes de mobilité. Aujourd'hui, sur les mobilités, l'État a changé complètement de posture. On va être plus en posture de soutenir les initiatives locales plutôt que d'imposer des modes de déplacement dans les territoires. Donc ça sera à travers des appels à projets, que les territoires pourront venir proposer des projets, et puis il y a un processus de sélection, hein, comme un concours, et puis derrière on leur donne des subventions. D'accord. Bon, ben, ça va bouger beaucoup dans les transports, hein, c'est ce qu'on voit avec vous. Ça bouge déjà d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous propose de faire un zoom sur un service de mobilité alternatif, les déplacements solidaires à la demande. Eh bien, la direction les environs de Plélan-le-Grand, où s'est rendue Morgane Tréguette. Dans la campagne de Brocéliande, Madame Hamelin attend son chauffeur. À 92 ans, elle ne peut pas se déplacer depuis qu'elle a remisé sa voiturette sans permis. Il y a beaucoup de gens dans nos âges qui ne conduisent plus. Ou alors ils hésitent à demander. Heureusement, depuis 3 ans, elle peut bénéficier d'un service de conducteur bénévole, les déplacements solidaires à la demande. Il est indispensable pour les personnes âgées quand même, qui sont encore valides, c'est utile, parce qu'autrement on est bloqué, bien sûr. Parce que les enfants travaillent. Et alors ils ne sont pas tout le temps disponibles non plus. Et les petits-enfants, c'est pareil. Madame Hamelin, bonjour. Aujourd'hui, c'est Jacques qui l'emmène à la bibliothèque de Pimpon. Oh là là. Il n'y a pas que la route, aller-retour, je vais là-bas, je reviens. Non. Il y a aussi ce qui se passe à la maison, il y a la discussion, il y a le petit café en arrivant, et puis voilà, il y a des choses sympas. Je vais vous ouvrir parce que ça mouille. Ce retraité fait partie des 50 bénévoles qui ont choisi d'aider ces personnes isolées. C'est une commune qui est très étendue. Il y a bien un transport de bus qui part du bourg de Pimpon pour emmener les gens à Plélan, pour emmener les gens même sur Rennes. Mais ces petits parcours inter-villages, disons, ou inter-village-bourg, il n'y en a pas. Donc des gens comme nous se sentent très utiles et puis on est très appréciés aussi. Le service ne doit surtout pas remplacer le travail des taxis que ceux qui ont les moyens doivent utiliser, ni bien sûr les véhicules couverts par les assurances. Pas question donc d'appeler un chauffeur pour se rendre à l'hôpital, mais pour voir des amis, faire ses courses ou se cultiver, le service est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais vous donner la canne. Allez, ça y est, on s'envole. Cet accès à la culture est très important. Celui-là, je l'ai lu aussi. Très bien. Et le responsable de cette bibliothèque, un peu éloigné de tout, en est bien conscient. Ça permet de voir des gens qui, de toute façon, ne viendraient pas, en fait. Ne pourraient pas venir. Dans la campagne du roi Arthur, il n'y a pas de mystère. Pour se déplacer, il faut une voiture. Même si le site de l'Office du tourisme met en garde, ici, pas de transport en commun. Le coup de baguette magique est venu de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural de Plélan-le-Grand, une association de services à la personne. Eh bien voilà, alors vous, c'est pas une boule de cristal que vous avez, Monsieur Turquetti, c'est une baguette magique. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'association justement ADMR de Plélan-le-Grand. C'est parti d'où cette initiative de déplacement solidaire à la demande? Comment est venue l'idée? Alors, c'était une observation finalement qu'on se faisait déjà depuis longtemps par nos services traditionnels de l'ADMR, qui sont des services à la personne. Oui. On a à peu près, nous, 600 interventions donc, par semaine chez les personnes sur notre territoire. Et finalement, donc, on faisait tous les mêmes constats en disant aujourd'hui, on est capable d'apporter tous les soins nécessaires aux personnes pour qu'elles restent chez elles. Les soins médicaux, les soins d'accompagnement, de ménage, de courses, de repas. Par contre, sur le plan social, finalement, au fur et à mesure que le temps passe, finalement, le champ se rétrécit. Il y a moins d'interaction sociale. Et du coup, sociale, avec ce service-là, donc, on a... l'objectif, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de permettre donc, aux personnes qui restent à domicile de pouvoir bénéficier de tout ce qui se passe dans la vie communale et ailleurs. Donc là, encore, comme pour vous, c'est parti du terrain, finalement. Enfin, voilà, de l'observation et des besoins, surtout des utilisateurs. C'est un service à but non lucratif, on imagine, bien sûr. Voilà. Comment ça se passe très concrètement? Qui vous contacte? Les bénéficiaires eux-mêmes ou alors les institutions, des associations? Alors, ce sont... oui, je dirais que tout est possible. On a fait en sorte que le dispositif soit le plus ouvert possible. Donc, en général, ça fonctionne majoritairement donc, de la façon suivante, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent un déplacement, donc
je dirais, quel que soit le motif. C'est un déplacement ponctuel, on précise. C'est pas de la régularité. Non, c'est pas de la régularité. Donc, elles appellent donc, les services de la DMR. En fait, l'association, pour nous, donc, sert de plateforme sur le fonctionnement. Donc, les personnes appellent donc, sur un numéro qui est dédié donc, à l'association. Et on a une liste donc, de chauffeurs par commune qui s'est rendue disponible pour les jours de la semaine. Tous les jours ne sont pas forcément couverts, donc on n'a pas. Mais bon, la plupart le sont. Et du coup, on a le nom de la personne qui est normalement disponible pour effectuer le transport. On les met en relation, et puis c'est parti. Les conducteurs sont bénévoles, Nico ? Ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Ils sont quand même indemnisés pour les déplacements. Donc ils perçoivent une indemnité kilométrique. Donc on leur demande de noter donc, les kilomètres déplacement. Et puis leur temps également. Parce que finalement, donc, au-delà du temps dans la voiture, il y a aussi, on a vu tout à l'heure, dans le petit reportage, tout le temps de l'accompagnement de la personne. Bien sûr. Et qui est important. Donc on veut valoriser donc, ce temps-là au niveau donc, des bénévoles. Et puis en faire part donc, à nos financeurs. Et le taxi, il n'emmène pas madame à la médiathèque choisir son harlequin. Il la dépose à la sortie de la médiathèque. Oui, il y a tout ce temps de partage aussi qui est précieux. Il y a ce temps de partage qui est essentiel, on l'a vu un peu dans le reportage, mais finalement, c'est aussi une forme de rémunération pour les chauffeurs, finalement. Exactement. Donc, au-delà du service, il y a aussi toute la relation sociale qui s'installe entre le chauffeur et la personne. Tout le monde s'y retrouve, en fait. Tout le monde s'y retrouve. Ça marche dans les deux sens. Les chauffeurs sont très attachés au service. Donc, on n'a pas de difficulté à remplir nos calendriers de disponibilité. C'est franchement une initiative formidable. Vous intervenez sur quel secteur géographique ? Il y a une limite en termes de déplacement, de kilomètres ? Alors donc ça s'adresse donc aux habitants donc de notre territoire. Le territoire, c'est la communauté de communes de Brocéliande. Il y a donc 8 communes. C'est tout public, là, parce que finalement, on se concentre un petit peu sur les personnes âgées. Il n'y a pas que les personnes âgées, c'est tout public. De le dire. Donc ça peut être les enfants mineurs, même accompagnés. D'accord. Voilà. Des rendez-vous donc pour des jeunes avec pour l'emploi ou des entretiens professionnels. Ça peut être pour des familles dont la voiture est partie avec un conjoint qui va au travail. Et du coup, le reste de la famille se retrouve un petit peu bloqué. Donc finalement, ils peuvent activer aussi ce service-là pour un déplacement concret. Je pense particulièrement donc, à quelques-uns qu'on a pu faire sur des rendez-vous dans les établissements scolaires avec les enfants. Donc c'est possible de le mettre en place. Et puis pour les personnes âgées qui constituent quand même 80% de la demande. De vos bénéficiaires. Voilà. D'accord. C'est une très belle initiative. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler les uns ou les autres ? Non, on connaît le covoiturage, mais sous cet angle-là, et je trouve que c'est important justement au milieu rural, où on est plus dépendant des autres, je trouve que c'est une superbe initiative. Alexandre Dupont, ça vous inspire quoi, une initiative comme celle-ci ? Il y en a d'autres en Bretagne ? Oui, il y en a quelques-unes du même type et d'autres. Ce que j'ai expliqué à monsieur aussi en amont de cette émission, c'est que l'État a mis à disposition une plateforme qui s'appelle francemobilité.fr sur laquelle toutes ces initiatives peuvent être partagées. Une fiche descriptive, une localisation. Il y a plein de services qui sont mis en ligne pour permettre de faire connaître son initiative. Voilà, donc c'est vraiment important ces déplacements solidaires à la demande, et c'est peut-être aussi ça l'avenir des mobilités, sans doute. Attendez, oui, je confirme. C'est confirmé, tout va bien. Oui. Je voulais juste apporter une petite précision, c'est qu'en fait les déplacements s'adressent donc aux personnes qui résident sur le territoire, mais on peut réaliser des déplacements jusqu'à 50 km donc, de rayon. Donc on peut sortir des territoires. Et puis voilà, donc le panel est relativement large. Merci beaucoup Joël Turchetti d'être venu nous expliquer cette magnifique initiative. On va en voir une autre, dites donc, une initiative, cette fois-ci dans le domaine de l'environnement, direction Vannes, où nous allons découvrir une expérience innovante dans les crèches. C'est un reportage de Stéphanie Zad et de Philippe Bauger. Ici, dans les cuisines de la crèche Richemont, c'est le coup de feu. 70 repas et 70 goûters à préparer chaque jour pour des enfants qui ont entre 2 mois et demi et 3 ans. Ici, tout est bio, et pour les légumes, maintenant, il y a Franck. Il y a des jours où on est censé mettre un légume, je mets le légume du potager et Franck me dit ce qu'il a en stock et en fonction, on adapte.
Donc d'une semaine à l'autre, on ne sait pas forcément, des fois on a de belles surprises. Franck est maraîcher de la ville de Vannes. C'est lui qui est en charge de faire pousser les légumes pour fournir les crèches. Il y avait 1 hectare de terrain en jachère. Il est maintenant cultivé et devrait partiellement être recouvert de tunnels pour fournir des légumes toute l'année. Le principe du bio, c'est le coût de production, même s'il n'est pas plus élevé, il est à peu près du même ordre en remplaçant le coût des produits chimiques par de la main-d'œuvre manuelle. Ça, il n'y a pas de mystère. Autour de Vannes, il y a des maraîchers bio. Mais les contraintes de livraison, de traçabilité, d'analyse et de quantité, ils ont du mal à répondre à nos appels d'offres. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire du sur-mesure, en fait, au niveau des produits frais. Je dirais produits frais, des légumes frais bio. À l'heure où les estomacs crient famine, les assiettes se vident à toute vitesse. Ce mode de fonctionnement demande quand même quelques ajustements. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter aux produits qui nous sont fournis. C'est-à-dire que le menu s'adapte semaine par semaine, là où avant on avait la possibilité de faire un menu sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois. L'activité de maraîchage municipal devrait atteindre sa vitesse de croisière en 2021 et obtenir le label agriculture biologique, puisqu'il faut 2 années de fonctionnement pour obtenir cette certification. Voilà une initiative extrêmement originale. Vous aviez envie de revenir dessus, Virginie ? Oui, alors cette expérience à Vannes, elle est intéressante. On le voit dans le sujet, donc c'est environ 340 couverts par jour. Quand même. Ces enfants. Donc, Vannes avait déjà une politique importante. Elle était déjà à 30% de bio là, pour les crèches. Et il y avait des produits secs notamment. Et là, vraiment, ce côté sur le frais, c'est vraiment intéressant. Et ce que ça a apporté, et on le voit dans le sujet, c'est vraiment aussi pour les enfants la connaissance du goût. Donc non seulement on fait du bien à l'environnement parce que le choix de la ville de Vannes, c'est d'arrêter de bien ne pas mettre de pesticides sur ces zones-là. Et en plus, les enfants profitent pleinement d'une culture aussi culinaire. Alors, il y a aussi la question de la cantine scolaire qui se posera à terme. Alors, dans l'immédiat, Franck, il cultive environ 3000 m² de légumes plein champ. Il devrait, d'ici 2021, avoir 7000 m² supplémentaires. Ça reste petit, ce sont des petites surfaces. Donc, dans l'immédiat, il ne va pas pour autant pouvoir fournir les cantines scolaires. Et pour ça, il y a évidemment tous les producteurs qui sont autour de la ville de Vannes et qui se sont engagés là-dessus. Sur la production en agriculture biologique. Et le Morbihan est plutôt pas mal placé parce qu'ils ont aujourd'hui environ 8,5% des fermes qui sont passées en bio. Ils ont une très très belle croissance sur les 10-15 dernières années. C'est un des départements les plus dynamiques en termes de conversion à l'agriculture biologique. Et cette politique, notamment liée à la reconquête des eaux, il n'y a pas que les agriculteurs à l'avoir mise en place. Est-ce que ça existe ailleurs en Bretagne ? On a envie de vous poser la question. Alors, le principe de la régie, non. Ce que l'on peut dire, c'est que... Alors, la régie. Expliquez-nous quand même le principe de cette régie, parce que cette régie, en fait, ce qui est très original, il y a à Montsartou, dans le sud, une commune a déjà fait la même chose. Donc, en gros, c'est la 2e commune à le faire. Et bien, plutôt que de passer strictement que par des appels d'offres pour avoir leurs produits, mais ils ont vraiment embauché directement le maraîcher. Donc, la régie, c'est finalement la ville de Vannes aujourd'hui a sa petite exploitation maraîchère certifiée bio sur laquelle elle peut faire pousser ses légumes. Vannes est engagée en tant que commune zéro pesticide, comme 24 autres communes sur les 33 que compte le parc naturel régional. Il y a une vraie politique aussi aujourd'hui qui est menée sur l'arrêt des pesticides. Donc, elle a des obligations. En tout cas, le fait d'embaucher un maraîcher, c'est un signal très fort et c'est une initiative originale. Est-ce que des expériences existent au niveau d'un quartier ? Ça peut arriver, au niveau d'un quartier, voilà. Alors, ce qui est nouveau, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est aussi conçue vraiment, on revient vraiment à la base, c'est l'alimentation. Et sur Rennes, il y a l'association des cols verts qui a embauché en juillet également une maraîchère qui s'occupe d'environ, alors c'est pareil, c'est très petit, c'est 1000 m² derrière un équipement culturel qui s'appelle le Triangle à Rennes. Et la maraîchère va cultiver des légumes qui iront vers une épicerie solidaire
à l'intérieur de laquelle sont inscrites des personnes du quartier du Blône à Rennes, donc quartier prioritaire de la ville, pour avoir accès à de l'alimentation non seulement saine, mais en plus fraîche et locale. Et ultra locale. Donc voilà, c'est vraiment dans le quartier. Voilà, c'est pas du moindre coût strictement. On est vraiment aussi sur aider à avoir une alimentation de qualité. Elles vont même faire beaucoup d'expérimentations au niveau des herbes qu'elles vont cultiver et même de légumes exotiques pour coller aussi aux attentes des personnes du quartier qui peuvent aussi faire découvrir leur culture culinaire avec des légumes qui pousseraient en local. Voilà, donc ça, c'est vraiment une initiative très globale. Et là, pareil, le maraîcher devient embauché par une association. On n'est pas... voilà, donc l'agriculture devient urbaine et elle se transforme aussi. C'est une nouvelle piste. Changement culturel. On est là-dedans, franchement. Ah bah oui, ouais. Et puis c'est plaisant. Encore un des attraits quand même du réchauffement climatique. Ça va être de faire pousser des gombos, des ananas, des choses comme ça. Alors, ce ne sera pas, ce ne sera pas possible. Il faudra mettre quand même des petites serres enterrées, semi-enterrées pour pouvoir le faire. Mais qui dit semi-enterré qui dit semi-enterré dit pas de chauffage à l'intérieur de la serre. Oui. Donc on pourra même faire, il y a des expérimentations d'ailleurs en cours à Rennes aussi, pour de l'exotique sans dépenser, sans avoir une dépense énergétique importante. Peut-être un prochain sujet. Eh bien, oui, à voir. Ce que vous dites, Virginie, parle énormément forcément à votre voisine, Flavie de Jorias. Bonjour à vous. Vous êtes membre du conseil d'administration de TICOP. Alors justement, c'est un supermarché coopératif et participatif qui ouvrira en février à Brest, si tout va bien, mais c'est bien parti. Expliquez-nous un petit peu d'où est venue l'idée de ce supermarché pas comme les autres. Alors, donc TICOP, c'est un supermarché qu'on est en train de monter à Brest. Et donc, l'idée, elle est venue d'une initiative qui est à Paris, qui s'appelle la Louve, donc qui est le premier supermarché coopératif à être lancé en France. Donc, il a à peu près 4 ans. Et cette initiative est également venue donc outre-Atlantique, des États-Unis, où il y a un supermarché qui s'appelle le Park Slope et qui, lui, existe depuis 1973 et qui regroupe aujourd'hui 16 000 coopérateurs. Ah oui, qui est à New York. D'où le nombre, ça explique un petit peu les choses. Vous travaillez sur ce projet depuis 2 ans déjà. Vous êtes combien de bénévoles ? Alors aujourd'hui, on a une 40aine de bénévoles actifs sur le supermarché. Mais il y a également aussi des personnes qui travaillent de manière ponctuelle pour nous aider à monter le supermarché. C'est un projet de consommateurs acteurs, de consommateurs citoyens ? Exactement. Alors, donc le principe du supermarché qui repose sur 3 principes, c'est que le consommateur, donc, il est propriétaire du magasin, donc il prend des parts dans la société, donc qui est une coopérative. Il prend part également aux décisions stratégiques du supermarché. Il peut choisir également les produits qui se trouvent dans le supermarché. Sa deuxième fonction, c'est qu'il est également bénévole. Donc, le fonctionnement du magasin repose sur le bénévole. Donc, il donne 3 heures de son temps par mois. D'accord. Donc, chaque coopérateur donne 3 heures de son temps par mois. Et vous tournez sur justement les tâches à effectuer ? Alors, le bénévole doit effectuer toutes les tâches dans le magasin. C'est-à-dire, ça va être l'accueil, la caisse, la mise en rayon. Alors, également quelques tâches un peu plus ingrates comme le nettoyage. Ah oui, mais il faut. Faire. C'est nécessaire. C'est comme ça. Tous ces fantasmes réunis à savoir jouer à la caissière. Est-ce qu'on peut être enfermé aussi dans un supermarché après les horaires d'ouverture ? Non, vous n'avez jamais rêvé de faire ça ? Ah bah si. Est-ce qu'on peut choisir la playlist aussi musicale ? Parce que ça, c'est un point important quand même dans les supermarchés. Il y a tout à boire et à manger, si je puis dire. Ceci dit, c'est une question. C'est typiquement le genre de question qu'on se pose en collectif. Est-ce qu'on veut écouter la radio ? Est-ce qu'on veut choisir... ça va jusque-là. Exactement. Tout est choisi en collectif. D'accord. Est-ce qu'on peut garer son lamentin sur le parking du supermarché ? Ça, c'est à voir. Ça fera partie des projets d'avenir, peut-être. Regardez la boule de cristal si ça marche. Donc, le magasin, on l'a compris, il est destiné à tourner uniquement avec des bénévoles. Alors, du coup, à quoi vont servir les dons que vous demandez sur la plateforme Kengo ? Dites-nous. Alors, donc, on a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Kengo avec un objectif de 9 000 €. Aujourd'hui, on a atteint un peu plus de 7 000 €, donc on est quasiment 7 000 €. Il nous reste 2 000 € à trouver sur les 11 prochains jours. Et donc, on a lancé cette campagne pour financer du matériel et précisément des frigos. Voilà, des vitrines réfrigérées pour mettre tous nos produits frais, bio et pas uniquement. C'est un des seuls achats neufs, on va dire, que vous allez faire. Il faut quand même le préciser. Parce qu'on est quand même sur un principe où on essaie au maximum d'utiliser des produits, du matériel d'occasion. Alors, garanti quand même,
Mais on essaie de favoriser au maximum le réemploi et puis de faire marcher nos réseaux aussi pour trouver du matériel. C'est un super projet. Franchement, il faut absolument vous aider. On lance cet appel ce matin pour aider TICOP à acheter des frigos neufs. Exactement. Et puis je précise que parmi les contreparties, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, vous pouvez trouver des contreparties sur la plateforme, donc avec des tabliers. On propose des ateliers de brasseurs, de sérigraphie, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Est-ce qu'il existe d'autres supermarchés de ce type en Bretagne? Dites-nous, Flavie. Alors, il existe un supermarché qui a ouvert il y a 6 mois à Rennes, qui s'appelle Brézicop. C'est ce dont on parlait Virginie, je pensais dans le quartier. Oui, c'est celui-là, l'épicerie solidaire. Alors, c'est pas cette épicerie-là, c'est une autre épicerie solidaire. C'est vraiment à destination de familles inscrites, accompagnées, parce qu'elles ont en difficulté sociale. La Brézicop, on est dans le petit centre commercial Sainte-Élisabeth, c'est ça, en face du petit Blonneur. Voilà, et ouais, un supermarché. C'est vrai que ce qui change par rapport à, par exemple, la démarche de Biocop, parce qu'à Rennes, on a Scarabée Biocop, donc c'était des consommateurs aussi au départ qui ont lancé leur magasin. Parce que ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment l'implication des bénévoles aussi à fournir les tâches du magasin. C'est-à-dire qu'on n'embauche pas, on ne crée pas sa coopérative avec des coopérateurs, et puis après on embauche des salariés. Là, vraiment, c'est encore un autre modèle économique où les coopérateurs donnent un coup de main pour diminuer les charges et proposer une alimentation à prix plus abordable. C'est un modèle économique très intéressant. Voilà. Alors, il n'empêche qu'il y aura quand même à terme quelques salariés, parce qu'on ne peut pas complètement s'en passer. C'est bien créer de l'emploi. Mais le modèle économique repose effectivement essentiellement sur l'implication de tous les bénévoles, quel que soit leur milieu social. Et c'est ça aussi, c'est de créer du lien entre des personnes et les mettre à un niveau égal. Voilà, on est toujours là-dedans, comme avec Monsieur Turchetti, créer du lien. À faire ses courses aussi dans le mois, à faire des belles rencontres aussi avec ses bénévoles. Chouette. Exactement. Et puis il y a un autre projet, c'est ça, à Vannes, la COP des Vénettes. La COP des Vénettes, qui est aussi un projet en création qui n'a pas encore ouvert. Bon, on leur souhaite aussi bonne chance. Et puis en plus, vous vous êtes implanté, c'est le sujet du jour, la mobilité. Vous avez fait un choix d'implantation particulier. Exactement. Donc dans les critères choisis collectivement, une fois de plus, notre objectif c'était de favoriser les mobilités douces et donc de choisir un lieu qui se trouve en centre-ville, à proximité des transports en commun. Donc on a trouvé un local qui est situé au 209 rue Jean Jaurès à Brest, donc dans le quartier du Haut-Jaurès. Et juste à côté de l'arrêt du tram, avec un accès aussi facile en vélo et à pied, donc pour permettre au plus grand nombre de pouvoir venir sans prendre la voiture. Merci beaucoup Flavie. Pour vous aider, c'est très simple, vous allez sur la plateforme kengo.bzh et vous cherchez le projet TICOP. Ils ont besoin de vous. Allez les amis, on va passer à un reportage maintenant. Savez-vous ce qu'est l'urbex? Bien, l'exploration des lieux abandonnés. Je vous propose de suivre un photographe breton. Vous allez voir, c'est Catherine Carlier et Vincent Bars qui nous le font découvrir. Clément Delarue est spécialisé dans les photos de mariage. Mais il est également urbexeur. C'est sa passion, il explore les lieux délaissés. C'est post-apocalyptique comme vision. Tous ces trucs super modernes qui pourraient paraître des soucoupes volantes au milieu d'une végétation qui a pris le dessus sur tout ce qui a pu être construit. Et ça, c'est très riche comme environnement. Il y a quelques règles à respecter dans l'urbex, dans la pratique de l'urbex, notamment de confidentialité, pour éviter qu'ensuite des gens viennent, dégradent ou volent dans les lieux. Et il faut que tout reste intact, ce qui est très bizarre d'ailleurs comme raisonnement, puisque ce sont des lieux complètement abandonnés, mais il faut les préserver. Tout préserver et prendre en photo le temps qui s'est arrêté dans une maison, une usine ou un hangar. C'est des poulaillers, donc c'est agricole. Donc quand on a la réflexion sur l'état actuel de l'agriculture, on ne peut pas s'empêcher de penser au pourquoi du comment, surtout quand c'est derrière un supermarché, surtout en ce moment. Salut! Salut, Jean. Ça va? Ouais, toi. Après ces déambulations en solitaire, retour à la vie. Il va dans ce café à Épignac qu'il considère un peu comme son bureau, une pause pour regarder ses photos. C'est des lieux qui sont complètement victimes de l'évolution, qui sont victimes du temps. Ils ne sont pas abandonnés, ils sont juste victimes du temps. Ils sont délaissés pour autre chose. Comme ça, on les laisse en plan, terminé.
Étonnant, splendide aussi. Ah oui, très Céline, atypique. vous êtes intéressée au sujet, cette pratique, on voit bien, hein, elle concerne des lieux aussi divers qu'insolites, vraiment étonnant. Ouais, ça peut concerner des châteaux, des églises, des écoles, prisons, parcs d'attractions. On l'a vu à l'Utoboggan. C'est très varié. Un hôpital, une gare, il n'y a plus âmes qui vivent. Et pourtant, c'est plein d'histoires. Et il y a une vraie éthique, en fait, dans ce concept d'urbex qui est l'exploration urbaine. C'est de ne pas forcer pour entrer. C'est de ne rien laisser derrière soi, ne pas laisser de traces. Et ne surtout pas dévoiler les adresses, parce que sinon ça va devenir un lieu... D'ailleurs, là, aucune adresse n'a été dévoilée dans Non, aucune adresse n'a été dévoilée, donc j'aime beaucoup cet état d'esprit, ça reste illégal et dangereux, faut le préciser. Même les urbexeurs, comme on les appelle, n'incitent pas à faire comme eux. Mais ils le font quand même, voilà, faut ils bien le font, le mais dire. il y a cette éthique-là. Et donc c'est chargé d'histoire. C'est une façon en fait de préserver la mémoire aussi de ces lieux, parce qu'ils vont explorer, mais ils vont aussi prendre des photos, bien sûr, ils sont à la recherche de la photo la plus atypique, mais ils vont s'intéresser à l'origine, à ce que c'était, la fonction. Et il y a par exemple Timothée Hanem, dont j'ai le livre avec moi, qui est un Français, un quarantenaire, qui est passionné d'exploration urbaine depuis sa plus tendre enfance. Et aussi par le dessin, qui a fait 2 livres, dont celui-ci sur l'Europe, 35 lieux secrets et abandonnés. Et j'aime beaucoup parce que, je vais prendre un exemple, page 139, on y voit, Ouvrez vos cahiers. Alors, on y voit cahier, donc un dessin où il donne sa vision aussi du lieu. Il va nous donner l'histoire de cet endroit et un journal de bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait des moutons, il fallait surtout pas qu'ils m'entendent, qu'ils me voient, parce que ça pouvait interpeller l'agriculteur qui aurait vu que c'est compliqué. Et puis, il explique aussi qu'il y a du danger, il y a un escalier qu'il fallait pas monter, parce que c'était sa vie qui était en risque. Donc, voilà, un superbe livre sur l'exploration urbaine, avec des lieux très atypiques et insolites à explorer. C'est un peu pas sympa, parce qu'il donne envie. Mais c'est ça le Mais problème. on peut pas le Mais faire. tu sais pas où c'est. Ouais, c'est ça. Quand ils donnent, ils disent à 30 minutes de Limoges, ou voilà, il n'y a pas trop de détails. Il n'y a pas le GPS fourni, quoi, les coordonnées GPS. Tout à fait. On parle de seconde main pour les vêtements, hein, mais finalement, on parle aussi de seconde vie pour les bâtiments. Au-delà des lieux abandonnés, il y a des lieux qu'on peut faire revivre réellement. Il y a effectivement des lieux qui restent abandonnés et qui le resteront peut-être toujours, et d'autres qui ont une seconde vie. J'ai eu un coup de cœur pour une histoire. J'avais vu un reportage un jour sur l'église de Saint-Louis à Tourcoing, que Sylvain Ouarou a racheté 20 000 € à la mairie pour en faire un lieu culturel, économique. Comme il dit, le clocher en péril est devenu le phare économique et socioculturel du quartier. Et d'ailleurs, lui, c'est le travail manuel qui l'a sauvé. Il a voulu transmettre. Il a créé un chantier école pour que des personnes, des jeunes en décrochage scolaire puissent reprendre le goût du travail et voir la valeur du patrimoine. Donc, une histoire superbe. Et puis, c'est devenu un lieu où il y a des expositions, des concerts, chambres d'hôtes. C'est très varié. Alors, ça existe aussi à Rennes, hein, à Rennes, l'église du Vieux-Saint-Étienne, qui est devenu un lieu culturel. Exactement. Par exemple. Il y en a un peu partout en Bretagne. Oui, à Rennes, on a les Ateliers du Vent aussi. C'est un ouais. collectif d'artistes de plusieurs disciplines où les artistes, c'est un lieu de création et aussi d'exposition. On peut manger, on peut boire, il y a des événements qui sont organisés. C'est un lieu de vie, c'était une ancienne usine à moutarde. Et à Vannes, puisqu'on parle de Vannes, à Vannes, il y a aussi Dédale, qui est l'ancien bâtiment DDE, qui était voué à la démolition avant sa réhabilitation en 2020, et c'est devenu très artistique. Il y a beaucoup de fresques, c'est 3000 mètres carrés de surface, 150 pièces, et on peut aussi boire, manger, écouter de la musique, mais c'est très artistique comme lieu. Voilà, on peut en voir des images. Ouais, on en voit des images magnifiques. Tout à fait. Et il y a également des phares qui sont réhabilités. Oui, il y a un phare à Riantec, le phare de Kerbel, qui est devenu chambre d'hôte. Donc on peut se lever, on est en 25 mètres de hauteur, donc déjà, je vous imagine la vue panoramique au réveil, on voit la baie de Quiberon, vue 360 degrés. Et il y en a un autre, le phare de l'île Vierge, dans le Finistère, c'est un projet, printemps 2020, le phare le plus haut d'Europe. On pourra dormir dedans également. La nuit, c'est pas forcément donné, mais forcément, c'est un coût, ce genre de moment insolite. Il faut compter 700 € la nuit. Ah oui. Oui. Oui, d'accord. On veut de l'insolite, tout le monde n'en veut pas. C'est ça. C'est joli à voir d'en bas aussi. Il y a aussi la prison de Guingamp, c'est un projet là, qui devrait être fait prochainement. Et Stéphane Bern, qui a écrit un livre, disait qu'il y a 44 000 monuments historiques, 9 000 qui sont délabrés et 300 en péril.
Et il a lancé d'ailleurs la mission patrimoine, où, avec la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine, on achète des jeux à gratter et ça contribue en fait à financer des projets comme ce que je viens de citer. Et ça marche très bien, Ouais, et tant mieux. Ça marche très bien, il y a eu un gros succès en 2018 et ils ont relancé cette année. Bon, et c'est ça aussi l'avenir, Catherine, vous voyez ça dans la boule de cristal. Mais oui, mais pile poil, on est dans Pile le poil. thème. Et c'est dingue de se dire quand même où il y a une telle densification urbaine aussi dans certaines villes, de se dire qu'il y a quand même des bulles d'aventure dans lesquelles aller et tout. Ah oui, c'est un voyage dans le temps un peu, Ouais. tout à fait. Sauvage. Aventure. Sauvage, tiens, ça Oui. tombe bien, puisqu'on va parler d'animaux. Alors, pas forcément sauvages, hein, mais bon... Non, il va être très domestiqué celui-ci. Bien sûr, je parle pas de Billy, qui était à la SPA de Rennes pour aller découvrir Rex, votre nouvel ami pour la vie, qui sait. Bon, on va le découvrir. À vous, Billy. Alors, bonjour Jennifer. Bonjour Billy. Oh là là, alors moi j'ai ma petite coqueluche ce matin. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rex. Rex, il est juste génial. Rex, non, regarde, là-bas. Viens voir. Oui. Tu regardes de côté. Alors Rex, quel âge il a ce petit chou? Il a tout juste 1 an. Donc, Ouais. c'est un très jeune chien qui a vraiment besoin d'apprendre plein de choses. Hein. Il a encore toute son éducation à faire. C'est un chien extrêmement gentil. Voilà. C'est le chien de famille par excellence. Alors là, c'est clair. Hein. Par contre, c'est un chien dynamique. Voilà, faut savoir que le setter, c'est quand même un chien de chasse qui a des besoins, donc des besoins physiques, notamment de se dépenser pas mal en extérieur pour pouvoir savoir se poser à l'intérieur. C'est un chien qui peut être... massages, en tout cas. Ça, oui. C'est ça. C'est qu'il faut qu'il dépense bien dehors pour être dedans à sa place. Exactement, surtout pour pouvoir ne pas faire de bêtises, notamment pendant l'absence. C'est encore un jeune chien, donc il y a plein de choses encore à lui apprendre. Donc la solitude, la propreté, les règles de vie à la maison. Bah non, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot, c'est tout à fait normal. Après, c'est un chien qui le rendra énormément à sa famille, par son amour, sa gentillesse. Il est tout doux au toucher, il est tout doux dans ce caractère. C'est vraiment un chien formidable avec un regard. Là, on a joué un petit peu avec lui, puis maintenant il est tout calme, tout gentil. Que d'amour. Alors vu que c'est un chien de chasse, il a pas besoin d'avoir une meute, c'est pas grave. Il peut vivre avec des copains, C'est ce par que j'avais contre, sans demandé. souci, parce qu'il est très sociable avec ses congénères. Ouais. Après, avec les chats, on fera éventuellement le test s'il y a une famille intéressée avec des chats. On n'a jamais eu l'occasion de tester. Il faut juste qu'il ne croit pas que jusqu'ici. ce soit un petit lapin. C'est ça. Et puis après, c'est toujours aussi une règle de vie. Hein. C'est pas parce qu'un chien va courir après les chats en extérieur qu'à la maison, il ne peut pas cohabiter. Moi, c'est la merde. avec. J'ai des chiens, ils disent rien à la maison. Par contre, on voit un chat à l'extérieur. C'est ça. Ça peut arriver. Donc, c'est là qu'on fera le test, bien sûr, en intérieur, avec des chats qui ont l'habitude des chiens pour voir s'il peut les supporter. Eh ben écoutez, je ne sais plus son prénom, on a dit Rex. Ah oui, c'était Rex. Je crois qu'on n'aura pas trop de difficultés à trouver une petite maison sympathique pour lui. Bon, ben écoutez, on vous souhaite à tous un très bon week-end. Ou alors un gros bisou et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ouais. Bon, il manque pas d'amour, ce petit chien. Ça y est, on fond. On fond tous, évidemment. Mais les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà, on se retrouve lundi à 10h45. On évoquera, et c'est dans l'air du temps, le respect de vos données numériques. Comment faire? Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne sur les marées noires, avec les moments les plus forts de cette semaine, une série proposée par Gilles Le Morvan. Eh bien, on vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne et même un très bon week-end. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Il va faire beau, pas beau, froid? Non, ça va être sympa. Ça va être sympa. C'est tout ce qui compte. Allez, gardez votre bonne humeur. On vous souhaite un très bon week-end. Kenavo, à lundi.